Il est 20h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. C'est officiel, Ali Bongo n'est plus président du Gabon. Il a été renversé par des militaires suite à sa réélection pour un troisième mandat obtenu sous l'effet de tensions sociales et de contestation de l'opposition. Mais comment ce coup de force est perçu en Guinée? La réponse, c'est dans quelques instants. L'appel au boycott des activités judiciaires de l'Association des magistrats de Guinée, lancé le 17 août dernier, inquiète les activistes de défense des droits de l'homme. Il appelle au dialogue pour un retour à la normale. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Notre coup de cœur de ce soir nous envoie à Yimbaya à la rencontre de Alassane Dondon Camara, ce jeune malvoyant qui réussit à faire des opérations de transaction sans l'aide de sa famille. Vous les entendrez dans ce 20h. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir, bienvenue sur KVTV. L'humanité célèbre ce mercredi la journée internationale des personnes disparues décrétée par l'ONU. En Guinée, plusieurs personnes sont victimes de disparitions forcées. C'est le cas de Chérif Diallo, un ancien travailleur du groupe ADEFO Média. Ce dernier est perdu depuis 2015. Malgré des efforts fournis dans ce sens, il est toujours sans nouvelle. Sa famille professionnelle espère toujours le retrouver un jour. Même Tawel Camara du groupe ADAFO Média est un ancien collaborateur de Chérif Diallo, disparu le 23 juillet 2015 alors qu'il rentrait chez lui. L'amitié qui liait ces deux journalistes à l'époque s'était transformée en une relation familiale. Depuis ce jour, il se dit vivre dans la peur. Chérif Diallo était sur le terrain. Il était à la maison de la presse pour couvrir une activité d'Ebola. Donc ce jour-là, il a duré sur le terrain, il pleuvait. Mais quand il était rentré, il était trempé. Il me disait, bon, il me disait, le blanc, il faut que je finisse rapidement mon élément, je vais rentrer parce que je suis trempé. Donc il s'amusait comme d'habitude avec moi. Et nous, à notre grande surprise, c'est sa famille qui nous a posé la question, qui nous a demandé pour nous dire qu'eux, ils n'ont pas vu Chérif Diallo. Donc tout le monde était là, très étonné. On s'est mis à la recherche de Chérif Diallo, que finalement, on ne l'a pas retrouvé. Et la peur qui nous habitait, nous, ses collègues, parce qu'on se disait, à qui le tour? La journée des personnes disparues est décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour attirer l'attention sur le sort des personnes victimes de disparition. Pourtant, selon Djibril Ba, le sort du Chérif Diallo est toujours méconnu du grand public ainsi que sa famille biologique, malgré des multiples enquêtes. L'absence de Chérif Diallo, on restait là, silence radio, aucun résultat de Chérif Diallo. Donc à un moment donné, les autorités nous ont dit qu'ils auraient trouvé son sac, son badge et son téléphone du côté de Dibreka. Et depuis, sans suite. Je veux dire, les autorités d'alors se sont claquemurées, sont restées silence sur les enquêtes. Parce qu'il y a eu des conférences de presse, il y a eu des marches qui ont été faites en faveur de Chérif Diallo, mais comme vous le savez, rien. Enlèvement ou assassinat, le dossier de Chérif a été clôturé sans répondre à cette interrogation. En Guinée, plusieurs personnes ont été aussi victimes de disparitions forcées et celle de Chérif Diallo reste non élucidée. Les collaborateurs de ce dernier espèrent toujours le retrouver, vivant ou même mort. Le régime de Ali Bongo au Gabon se conjugue désormais au passé depuis ce mercredi, alors qu'il vient de sortir vainqueur dans la présidentielle. Un groupe militaire freine la joie chez l'homme réélu pour briguer un troisième mandat obtenu sous l'effet de tensions sociales et de contestation de l'opposition. Les putschistes annoncent l'annulation des résultats du scrutin et la dissolution des institutions. Mais comment ce coup de force est perçu en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage de Amara Bangoua. Les Gabonais en liesse ce mercredi. Dans les rues de Libreville, ils se réjouissent du renversement de celui qui venait juste d'être réélu pour un troisième mandat. À Conakry, comme un peu partout en Afrique, le sujet est sur toutes les lèvres. Alpha Mamadou Diallo, analyste et consultant juridique, estime que ce coup de force intervenu au Gabon était bien prévisible.
Pour les résultats, vous l'avez imaginé comme nous, le pays a été mis en état d'alerte. On a déployé partout la police et la gendarmerie. On a coupé Internet, comme si les élections qui sont passées ne devaient pas dire ce qui devait venir des urnes. C'était prévisible dans la mesure où le clan Bongo a fait 5 ans au pouvoir. Ali Bongo a été réélu avec 64,27% contre 30,77% pour son principal opposant. Les putschistes qui ont annulé les résultats de la présidentielle reprochent à l'organe de gestion des élections gabonaises d'avoir tronqué ces mêmes résultats. Cet analyste salue ce putsch, mais il reste convaincu que la junte ne passera pas le pouvoir à l'opposition. Devait-on rechercher le véritable résultat pour donner le pouvoir en estimant peut-être que c'est l'opposant qui a gagné? Il faut écarter ce scénario. Il est hors de question que l'armée puisse... l'armée tire... la couverture vers elle, hein. Ce n'est pas forcément pour restituer, mais c'est quand même ce qu'il faut dire pour être acclamé. Après tout, on va s'attendre à des bisbilles, à des problèmes. Ce mercredi a été une journée longue pour certains barons du pouvoir Bongo. Le président est mis en résidence surveillée et 6 de ses personnalités, dont son fils, ont été aussi arrêtés. Les réactions de ce soutien et de condamnation du coup d'État au Gabon ont commencé dès après le renversement du président sortant réélu Ali Bongo, le secrétaire administratif des affaires politiques du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain, a réagi à cette actualité. Mangamori Bangoura parle d'une gouvernance qui laisse à désirer. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Les coups d'État en Afrique aujourd'hui, pas seulement au Gabon, arrive parce que on constate que la gouvernance de façon générale n'est pas opportune. Ce n'est pas des gouvernances qui aident le peuple à se développer. Pratiquement, si à quelque niveau que ce soit, cette gouvernance-là est négligée par les dirigeants, il y aura peut-être des forces, n'est-ce pas, qui vont se créer, qui vont essayer de voir dans quelle mesure rectifier le tir. Sinon, le coup d'État n'est pas apprécié, pas du tout. Nous sommes un parti politique, le PDG RDA, nous n'avons jamais apprécié les coups d'État, mais il se trouve que vraiment les gouvernances aujourd'hui laissent à désirer. Et ce qui fait que réellement, nous ne pouvons pas penser que actuellement les coups d'État soient appréciables, mais au fond, il faudrait que les dirigeants des pays qui constituent l'Afrique de façon générale essayent de voir leur manière de gouverner. Suite à l'appel de boycott des activités judiciaires de l'Association des magistrats de Guinée, le secteur est paralysé depuis le 17 août dernier. Cet appel au boycott fait suite aux nombreux cas de suspension prises contre des magistrats en service par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette situation inquiète les activistes de défense des droits de l'homme qui appellent au dialogue entre les deux camps en Soubaï-le-Baldé. Mamadou Kali Diallo, membre de la baïonnette intelligente, se dit préoccupé par le bras de fer qui existe actuellement entre le ministre de la Justice et l'Association des magistrats de Guinée. Selon ce défenseur des droits de l'homme, cette crise pourrait entraîner des violations des droits humains à partir du moment où les magistrats sont en grève sur toute l'étendue du territoire national. C'est avec une préoccupation dans la mesure où ce bras de fer pourrait engendrer d'autres violations des droits de l'homme. N'oubliez pas qu'il y a des détenus qui attendaient d'être situés dans leur sort. En principe, peut-être certains pourraient en bénéficier un acquittement, un non-lieu, les cas de flagrance délit par exemple. Voyez-vous, et puis il y a aussi que l'obtention des documents juridiques ou judiciaires aussi devient une autre problématique. Ce bras de fer a commencé juste après l'arrivée de Charles White à la tête du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Depuis ce moment, le garde des Sceaux et l'Association des magistrats de Guinée ne conjuguent plus le même verbe. Tout a commencé quand le ministre Alphonse Charles White a suspendu des magistrats, y compris moi
Mohamed Diawara, actuel président de l'association des magistrats pour des faits de corruption, entre autres. Mamadou Kali Diallo invite le ministre Charles Wright à trouver solution à ce bras de fer. C'est d'appeler le ministre d'ouvrir un couloir de dialogue. Vous savez qu'on ne peut pas gouverner dans la coercition. Je pense que ce n'est pas dans l'avantage, si vous voulez même de l'intérêt général, d'aller vers ce bras de fer, mais plutôt, à mon avis, il doit ouvrir un couloir de dialogue pour entendre les magistrats afin de pouvoir trouver une entente. Pour rappel, c'est le 17 août dernier que la grève a été déclenchée par l'Association des magistrats de Guinée pour s'opposer à la décision du ministre de la Justice qui a suspendu certains magistrats dans les cours et tribunaux du pays. Handicapé physiquement, Fatoumata Isiaga Djiba Diallo a tout plaqué pour poursuivre ses études à Conakry, dénonçant ses conditions d'études à Télémilé, son village natal. La jeune femme dit avoir rencontré d'énormes difficultés avec beaucoup de courage et d'abnégation. La future bachelière espère avoir un meilleur encadrement scolaire dans la capitale où elle demande une aide des autorités. Mariama Bouibari. Handicapée de naissance, Fatoumata Isiaga Diallo est une jeune femme de 18 ans qui a décidé de quitter son village natal pour venir poursuivre ses études à Conakry. Un choix suite aux difficultés rencontrées durant son cursus scolaire à Télémélé. Ne pouvant pas se déplacer toute seule, Fatoumata a été obligée de toujours solliciter l'aide d'une tierce personne pour se rendre à l'école. Je ne pouvais pas aller seule à l'école parce que je ne pouvais pas effectuer le déplacement pour aller jusqu'à l'école. Donc j'attendais derrière la clôture de chez nous. Toutes les personnes qui me trouvent là-bas, ils ont pitié de moi et ils m'amènent à l'école. Ça m'arrive des fois d'arriver à l'école trop tard. Je trouve qu'ils ont commencé déjà le cours. Pour la future bachelière, venir à Conakry est le seul moyen pour elle de bénéficier de meilleurs encadrements scolaires. Venir à Conakry, ça va changer beaucoup de choses pour moi parce que ici, il y a des études, les élèves sont motivés. Et vous savez, à Télémélé, je n'ai pas d'amis, hein? Je n'ai pas d'amis à l'école. Parce que si toi tu dis que tu es meilleur, tu veux être quelqu'un de meilleur, tu es courageux et tes amis, tous les amis qui t'entourent sont des mauvaises personnes, ils sont paresseux, tu ne pourras pas avoir le courage. Attristé par les conditions physiques de sa fille, Adama Djouldekan dit être toutefois touché par le courage et l'abnégation de cette dernière. Abandonnée par le père de ses enfants, la mère de famille affirme ne pas avoir les moyens nécessaires pour accompagner sa fille dans ses études. Elle demande l'aide des autorités. Son père et toute sa famille nous ont abandonnés. Nous avons beaucoup souffert. Je n'ai pas les moyens d'acheter ses fournitures, encore moins ses frais scolaires. Malgré tout, elle tient à poursuivre ses études. Je demande une aide aux autorités afin de pouvoir aider ma fille. Elle est très courageuse. La future bachelière qui vit chez sa tante est déjà à point sur ses études. Très studieuse, elle compte décrocher cette année son bac avec mention. Alassane Dondon Camara est un jeune malvoyant qui, malgré ce handicap, il fait le commerce des crédits d'appel. Il marche tout seul, sans canne. Âgé d'une vingtaine d'années, il accomplit de nombreuses tâches sans l'aide de sa famille pour toucher du doigt la réalité. Notre reporter s'est rendu chez lui. Suivez ce reportage de Seta Kourma. Dans ce petit kiosque d'infortune, un jeune malvoyant, Alassane Dondon Camara, âgé d'une vingtaine d'années, fait des opérations de transactions, notamment des transferts monétaires, dépôts et retraits d'argent. Malgré sa cécité, ce jeune homme dit préférer ce travail à la mendicité. Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Depuis ma naissance, je suis comme ça. Au fait, je suis né comme ça. J'ai fait mes études comme ça, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est pour cela que je ne veux pas faire le mendiant. Moi, je suis là et puis je fais des transferts Orange Money, transfert crédit, dépôt Orange Money, retrait, tout.
quelqu'un qui est comme moi, je veux lui dire que l'handicap n'est pas une fatalité. Mawa Keita est l'une des fidèles clientes de Alassane. C'est dans sa boutique qu'elle effectue toutes ses transactions. C'est ici j'ai l'habitude de faire le dépôt et parfois même le transfert. Il t'envoie sans bouger malgré sa cécité. Il ne s'est jamais trompé du numéro ou envoyé de l'argent sur un autre compte. Et même la monnaie, c'est lui seul qui compte et donne. Diplômés en enseignement coranique, les parents de Alassane Dondon Camara disent avoir sillonné plusieurs centres de santé de Conakry pour trouver un remède à cette malvoyance. Mais jusque-là, aucune satisfaction. Un garçon de 12 ans s'est noyé dans le lac de Soapiti ce 28 août aux environs de 13 h à Somboli, Kansa, à Kindia. Les impactés du barrage du Soapiti touchés par cette perte dénoncent l'insécurité grandissante qui touche les habitants à proximité du barrage hydroélectrique de Soapiti. Suivez ces reportages. Sur ces images amateurs, des citoyens qui essaient de sauver un petit garçon d'une noyade dans le lac qui abrite le barrage de Soapiti. Après plusieurs tentatives de réanimation, le jeune Sekou Bassila a finalement rendu l'âme. Le président du réseau des impactés du bassin Concouré, très écœuré, raconte les circonstances du drame. Il s'agit de la noyade du jeune Sekou Bassila dans un district relevant de la sous-préfecture de Bangouya, appelé Téné-Kansa. Les populations de ce petit secteur de Sambolo sont un peu nombreuses et c'est parmi ces populations qu'il y a eu ce cas de victime comme ça. Le jeune Sekou Bassila, âgé à peine de 10 ans, était avec ses collègues dans une petite pirogue. Ils étaient sortis pour la pêche. Vous pouvez comprendre, si ce n'est par manque de moyens, un enfant de 10 ans à peine n'est pas obligé d'aller sur la mer pour pêcher. Mais par manque de moyens, il n'y a rien à manger à la maison, il est obligé de suivre ses collègues pour aller se débrouiller et apporter de quoi manger. Donc c'est dans cet exercice que le jeune malheureusement a rencontré la mort. Il était avec ses collègues pendant qu'ils étaient dans la petite pirogue. La pirogue a tout simplement fait quelques mouvements. Et puis le jeune est tombé, ses collègues ont crié au secours, mais malheureusement c'était tous des gamins. Alors il en est resté. Selon Oumar Aïssata Kamara, cet enfant de 10 ans est la 11e victime depuis la montée des eaux du barrage hydroélectrique de Soapiti. L'Union des impactés de Soapiti attire l'attention des nouvelles autorités sur la violation des droits des populations impactées par ce projet hydroélectrique, ainsi que les conséquences sur leurs conditions de vie. Cette perte en est de trop, souligne le président du dit réseau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les barrages réalisés tout au long du fleuve Concouré sont d'une grande utilité pour tout le pays. Cependant, ces différents barrages, depuis pendant qu'on les réalisait et depuis après leur réalisation, les populations n'ont pas cessé de crier auprès des autorités pour un certain nombre de mesures, à savoir les voies d'accès. Et pour nous, avant de réaliser des projets comme la construction des barrages hydroélectriques, il était tout à fait judicieux d'abord de procéder à l'ouverture des voies d'accès dans les localités. Et compte tenu du fait que ces voies d'accès n'avaient pas été ouvertes, alors finalement il y a des localités qui se sont senties isolées. Et dans ce cas d'isolation, les populations sont obligées de se mouvoir. Puisque les gens ont besoin de manger au quotidien, les gens ont besoin de rendre visite aux frères et aux sœurs, etc. Et donc c'est dans ce besoin que les populations rencontrent très souvent ce drame. A souligné que certains impactés du barrage hydroélectrique de Soapiti ont déjà été dédommagés par l'État guinéen afin de quitter les lieux, mais jusque-là, ils s'entêtent toujours à rester sur place. C'était le reportage de Néné Oumo Baldi. À un mois de la célébration de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée, ils sont nombreux ces activistes
de la société civile qui se demandent pourquoi le pays a toujours du mal à se hisser au rang des pays développés. C'est le cas de Ibrahim Aminata Diallo, l'activiste s'indigne de ce retard inexplicable de la Guinée malgré ses potentialités minières. Pour lui, après 64 ans d'indépendance, il est temps que les Guinéens, notamment les dirigeants, se remettent en question afin de permettre au pays de Ahmed Sékou Touré de prendre son envol. Suivons-le au micro de Lansana Fofana. La culpabilité, disons, de l'Occident, des Blancs, était connue, mais aujourd'hui, celle des Noirs qui sont ici sont de plus en plus encore importantes. Les mines devraient être une bénédiction pour la Guinée parce que seule la bauxite a développé l'Australie. Et la Guinée, on est, si je ne me trompe, c'est la deuxième réserve mondiale de bauxite. Alors, et la qualité y est. Le problème, c'est l'État guinéen. L'État n'a pas joué son rôle de sauvegarde et à la fois, n'est-ce pas, d'accompagnement. C'est un petit clan qui vient prendre les quelques recettes que ces sociétés minières donnent. Ils s'enrichissent sur le dos de la population guinéenne. L'indépendance devrait être plutôt un acquis pour la Guinée, pour les pays africains, mais pas notamment encore pour souffrir de plus en plus comme si nous étions encore sous la colonisation. Nous, on avait dit non à la France dans le cadre, bien sûr, de cette colonisation, mais on avait dit oui au partenariat. Donc, si les partenariats sont bien scellés, chaque pays pourra bénéficier. La Guinée, 60 ans ou 65 ans d'indépendance, ça devrait être vraiment un avantage. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite de programme à notre compagnie. Au revoir.